Bonjour, merci à tous. Merci au comité d'organisation de nous réunir ici à Tours où on va, je pense, vivre un magnifique congrès. On a même des vitres qui donnent sur l'extérieur. On a eu beaucoup de plaisir à découvrir le site. Merci surtout du coup là, à titre personnel et pour cette intervention, de m'avoir proposé de faire une note de lecture sur dépistage par PSA, à prescrire ou à proscrire. C'est la première fois que je fais une note de lecture de cette façon-là. La commande qui m'était faite au nom du comité d'éthique, c'était donc d'amener une réflexion éthique sur la question. J'ai essayé de le faire en mettant en avant un certain nombre de caractéristiques qui me semblent transversales qui devraient concerner l'ensemble du congrès, concrètement en me préoccupant et pour l'écrire, en regardant l'expertise qu'on pouvait développer sur les territoires, sur nos pratiques, en tant qu'universitaire. Et donc je rendrai compte de quelques travaux en introduction qui rendent compte de nos pratiques sur la question. Par ailleurs, je me suis appuyé bien sûr sur une revue un petit peu de la littérature précédemment, au moment où je travaillais cette présentation, et je vous ferai part à la fois des dernières publications sur les 3 dernières années, on va dire, et des dernières recommandations américaines qui ont changé donc, en mai 2018. Et je crois que c'est à cette occasion-là, quand on échangeait là-dessus, qu'on a convenu qu'on pouvait parler de dépistage par PSA, à prescrire ou à proscrire. Pour commencer, donc, un constat basé sur un travail donc, d'observation d'une cohorte de 120 000 patients qu'on a suivi à Nantes, 120 000 patients qui avaient plus de 50 ans, des hommes, et on a constaté que 41,4% des hommes de 50 à 74 ans ont réalisé un dosage de PSA au cours des 2 dernières années. Si on le compare au taux de participation au dépistage de cancer organisé, en particulier au dépistage du cancer du côlon, on voit que c'est quand même très important. Au plan éthique, ça pose la question du respect du principe de scientificité. Jean Bernard disait, donc c'est un des pères fondateurs de l'éthique, on lui attribue cette phrase, ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Effectivement, je crois que ça nous interroge tous au moment où on vient à ce congrès en voulant améliorer nos pratiques, sur nos pratiques et comment elles sont effectivement fondées sur les données scientifiques ou pas. Un autre enseignement de ce travail d'observation qu'on menait, c'est que le taux de réalisation de PSA auprès de cette cohorte de 120 000 patients, il était quasiment égal après 74 ans au taux qu'on constate entre 50 et 74 ans. Ça pose la question de notre capacité à respecter les principes de bienfaisance, non-malfaisance. Vous voyez, donc, par ailleurs, je vais vous décrire les 4 principes habituels mis en avant par Beauchamp et Childress. Mais dès lors qu'aujourd'hui, comme avant, le dépistage par PSA après 74 ans n'est pas recommandé, on est surpris par ces chiffres. Troisième constat, et en introduction, je terminerai là-dessus, on voit que les pratiques des médecins généralistes sont très variables. On a donc présenté cette figure dans la revue dans laquelle on a publié. Cette figure, elle décrit qu'il y a 2 populations de médecins. On avait présenté à Bruno Falissard ces courbes-là, qui disent la même chose, qui décrivent qu'il y a une population de médecins, figurée par la courbe verte, qui dépistent très peu, qui ont très peu recours au PSA, et qu'on a une population de médecins dont les patients ont des PSA dans 50% des cas. L'existence de 2 populations comme ça de médecins, certains qui sont concrètement peu prescripteurs et d'autres beaucoup plus largement prescripteurs, pose bien sûr les questions du principe de justice. Et j'ai choisi de mettre dans la diapositive des salles d'attente un patient qui se présente dans notre salle d'attente, il ne connaît pas nos statistiques, il ne sait pas s'il vient voir un médecin qui prescrit beaucoup ou qui prescrit peu, et ça doit nous interroger au nom de l'équité devant les soins. Ça pose bien sûr aussi la question du respect de l'autonomie, dès lors qu'un patient qui devrait faire un choix éclairé, on constate que sa probabilité d'avoir des PSA elle est extrêmement dépendante du médecin qui va consulter. À partir de ces 3 constats sur nos pratiques, du rappel des principes d'éthique auxquels nous on se réfère habituellement, j'ai travaillé sur cette question, dépistage par PSA à prescrire ou à proscrire, entre bienfaisance et non-malfaisance, et en fait j'ai commencé par reprendre la littérature, j'ai regardé PubMed, et en particulier j'avais noté en mai 2017 qu'il y avait des articles qui sortaient,
qui relisait les dernières données. Quand je dis les dernières données, on a tous en tête l'étude ERSPC, l'étude PLCO, sortie dans le New England en 2012, qui concluait de façon différente sur le dépistage du cancer de la prostate, sur le bénéfice ou pas de réaliser des PSA de dépistage pour dépister le cancer de la prostate. Et on voit à partir de mai 2012 qu'il y a une réflexion qui se mène et qui a abouti en fait, en mai 2018, à une modification légère des recommandations émanant de l'USPSTF, l'organisme américain qui donne les recommandations pour la prévention. Alors moi j'ai refait cette littérature. Je vous cite un papier de 2015 dans International Journal of Cancer, un type d'étude que chacun a sûrement en tête, le fait de réaliser des autopsies, lors d'autopsies, de regarder qui a des cellules cancéreuses dans la prostate. Il se trouve que c'est un papier un peu récent sur la question. Et on constate que 36% des patients caucasiens ont des cellules cancéreuses dans la prostate à 70 ans. Ce chiffre il monte à 50% de la population noire. Je ne l'ai pas affiché parce que bon, je voulais choisir un chiffre. Pour autant, j'ai pris le plus bas. Ce chiffre il est intéressant à comparer au taux d'incidence que nous on décrit au niveau de l'INVS sur des données cliniques, et donc pas des données d'autopsie, mais on voit que l'incidence cumulée, c'est-à-dire la probabilité pour une personne à 74 ans d'avoir fait un cancer de la prostate, vous voyez que suivant l'année de la coordonnée de naissance, de l'année de naissance, au fur et à mesure, les gens qui ont aujourd'hui 78 ans sont nés en 1940, donc c'est la partie de droite, et vous voyez qu'au cours du temps, l'incidence clinique du cancer de la prostate à l'échelle d'une vie a extrêmement augmenté, de 2,74% jusqu'à aujourd'hui 10%. Et si on confronte cette donnée aux données que je projette en dessous, celles sur autopsie, vous comprenez qu'on n'est toujours que sur la partie émergée de l'iceberg. Ces données, je pense qu'elles doivent nous amener à changer notre regard sur le cancer, sur la maladie en général. Nous, médecins généralistes, on voit bien qu'on trouve de plus en plus de malades, que notre culture médicale nous amène à voir en chaque personne un malade potentiel, et ça doit nous amener à changer notre regard. Pour dire autrement, moi je suis convaincu qu'avec les nouvelles technologies, l'imagerie qui progresse, des marqueurs qui vont sortir chaque année, d'ici quelques dizaines d'années, 34% des patients caucasiens auront eu un diagnostic clinique de cancer de la prostate. En tout cas, je nous invite à réfléchir sur cette réalité-là, qui amène aussi à considérer les taux de dépistage et de réalisation de PSA constatés avec un autre œil. Deuxième question, en poursuivant cette revue de littérature, bien sûr, quel est l'impact du dépistage par PSA sur la mortalité ? Donc, c'est une revue de littérature qui a servi d'ailleurs à l'USPSTF, qui a été publiée dans le JAMA en 2018. Et donc, dans cette revue de littérature, ils ont sélectionné 3 études de référence. Une qui est de cette année, qui est sortie en 2018, c'est l'étude CAP. Je voulais vous la mettre en avant d'abord parce que vous voyez, c'est la plus grosse étude comparativement à celle que nous on connaissait. Il y a des effectifs qui sont extrêmement importants de patients qui ont été inclus, ça a été fait en Angleterre. Et la conclusion, c'est que dépister le cancer de la prostate avec des PSA, ça ne marche pas. Après, la conclusion, c'est que dépister une fois, et ce que vous voyez sur le tableau, c'est que les Anglais, ils ont expérimenté une stratégie comme ils font pour le dépistage du cancer du côlon, de faire une fois une coloscopie à 50 ans pour dépister sur les 10 ans à venir. Ils ont dit on fait une fois des PSA, on regarde si ça sert à quelque chose. La conclusion, elle est très claire. Prescrire un dosage de PSA une seule fois n'a pas d'impact sur la mortalité 10 ans plus tard. Ensuite, on retrouve nos 2 études que chacun connaît, PLCO, ERSPC, qui avaient des effectifs très conséquents, qui ont amené à faire des renouvellements de dépistage par PSA, 6 fois dans PLCO, 3 à 10 fois dans ERSPC, avec un suivi qui a duré pendant 13 ans. Et donc on a cette conclusion, même le temps passant, qui reste différente, avec un impact non significatif dans PLCO et une diminution de la mortalité spécifique d'environ 20% de ERSPC. Ce que j'ai trouvé intéressant de vous présenter, c'est cette publication dans Annals of Internal Medicine en 2017, un auteur qui s'est préoccupé et qui a mis en évidence que ces 2 études, alors même qu'elles concluaient de façon contradictoire, elles ne disent pas forcément des choses fondamentalement contradictoires, et on va voir pourquoi. Donc à droite, vous avez l'étude PLCO, et vous voyez figurer avec des flèches rouges et bleues la mortalité à 12 ans,
Et vous voyez que dans le bras intervention, que j'ai choisi de figurer en rouge, la mortalité, elle est égale à la mortalité à 12 ans dans le bras contrôle. Dans ERSPC, vous voyez qu'effectivement, il y a une différence entre le bras intervention et le bras contrôle. Avec un bras intervention en rouge, on meurt moins que dans le bras contrôle qui est en bleu. Par contre, ce que vous voyez qui pose quand même problème, c'est qu'en fait, dans ERSPC, on mourrait plus dans le bras témoin, bien sûr, que dans le bras intervention, mais aussi que dans le bras témoin de l'étude PLCO. Alors pourquoi ? Pourquoi en faisant une intervention de dépistage, on fait mourir plus les gens dans le bras témoin? C'est quand même curieux. Et la réponse, on l'a dans une publication du New England en 2016. Ce qu'ont présenté les auteurs, c'est en fait le taux de réalisation de PSA dans le bras témoin dans PLCO. Et vous voyez qu'au bout de 12 ans de suivi, 85% des gens avaient fait des PSA, soit l'année d'avant, soit dans les 2 ans d'avant, et qu'en fait, tout le monde réalisait des PSA. Et ce n'était pas un authentique bras contrôle. Et cette réalité, on la constate, nous, dans nos pratiques, et c'est les données que je vous présentais en introduction. Nous, on a 40% des gens qui font des dosages de PSA entre 50 et 74 ans actuellement. Dans l'étude CAP que j'ai présentée, qui est l'étude des Anglais, ils ont aussi rapporté que 30% des gens dans le bras témoin faisaient des PSA. Et je pense qu'aujourd'hui, suite aux données de RSPC et à ce constat de pratique actuel, il faut probablement convenir que nous n'aurons jamais un essai randomisé où les patients du groupe témoin ne font pas de PSA. Je crois que c'est une des caractéristiques de notre profession de se préoccuper de continuer à savoir travailler alors même que des fois, on n'a pas de réponse scientifique. Pour poursuivre cette présentation des données sur la mortalité, donc là j'ai choisi de présenter les données de mortalité avec les flèches. Si on ne change pas la présentation, mais qu'on regarde en fait la survie, puisque c'est des courbes de survie qui sont ici présentées, ce qui paraît quand même important d'identifier, c'est que la survie dans les 2 études, elle était quand même très élevée, 99,6% à 12 ans, 99,4% dans le bras le plus défavorable dans le RSPC. Peut-être le troisième constat que je voulais partager avec vous et qui finalement est quelque chose d'assez transversal dans beaucoup de travaux qu'on fait, et particulièrement en prévention, le fait que dépister très largement, faire des interventions en prévention, ça a parfois un bénéfice très modeste. Et je pense que chacun identifie les travaux qu'a pu présenter à d'autres moments Rémi Boussajon, par exemple sur les statines, où on avait ces mêmes problématiques de nombre de sujets à traiter. Concrètement, c'est ça qui a par contre légèrement changé donc, dans la recommandation américaine. Désormais, le message 1, c'est le dépistage du cancer de la prostate par le recours au PSA apporte potentiellement un bénéfice modeste en termes de réduction de la mortalité par cancer de la prostate chez quelques hommes. Le message 2, c'est celui que vous connaissez. Beaucoup d'hommes vont être exposés aux effets adverses du dépistage avec des faux positifs qui vont nécessiter de répéter les tests, de faire des biopsies prostatiques, avec des phénomènes de surdépistage, de surdiagnostic, de surtraitement, avec des complications du traitement comme l'incontinence et les troubles de l'érection. La difficulté que chacun connaît, c'est celle-là, c'est de partager cette information avec nos patients, de voir comment on peut faire une décision partagée. J'ai choisi de ne pas le développer du tout, d'abord parce que c'est difficile, et surtout parce que c'est la plénière qui suit, comment informer les patientes et les patients dans le cadre du dépistage des cancers, et c'est une plénière qui sera faite juste après, et particulièrement dans le cas des cancers. J'ai quand même mis 2 diapositives, histoire de ne pas complètement éluder cette question. J'ai choisi de faire des diapositives maritimes, puisqu'on est à Nantes et qu'on vit en marinière, et puis parce que c'était la route du Rhum en ce moment. En fait, j'ai choisi cette métaphore. Le patient nous dit « Docteur, je veux faire la route du Rhum » et il se voit sur ce bateau qui est un ultime, très particulièrement, c'est celui d'Armel Lecléache, qui a prévu de faire la traversée de l'Atlantique en quelques jours. Et le docteur, quand il parle à son patient, lui, il le voit comme ça, qui est la traversée d'Armel Lecléache. Ce qui est difficile, c'est de savoir finalement comment on peut échanger avec nos patients alors qu'on a des représentations sur un certain nombre de sujets de santé qui sont très différentes. Dernier enjeu que je voulais mettre en avant avec vous, puis au moment où on fait ce tour de la littérature, est-ce qu'il faut traiter ? La revue de littérature de Fenton, publiée dans le JAMA en 2018, nous dit
la chirurgie, la prostatectomie, ça a un effet sur la mortalité, ça réduit la mortalité. Faire des traitements de radiothérapie externe, ça a un effet sur la mortalité. Mais pour autant, la surveillance active est une alternative. Et en fait, c'est une étude qui s'appelle PROTECT, qui a été menée donc, par l'équipe de Hamdi en Angleterre, qui a été publiée en 2016 dans le New England, et donc qui concluait qu'il n'y avait pas de différence. Cette absence de différence que nous-mêmes, généralistes, on met souvent en avant, c'est pour ça que je voulais m'arrêter dessus, en fait, elle est possible grâce à un suivi dans le protocole qui est quand même particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas une abstention totale, c'est une surveillance active, ça veut dire que vous voyez ici, figuré sur les courbes, le passage des patients dans une intervention de type chirurgie ou radiothérapie. Donc, bien sûr, les bras radiothérapie, il y avait 3 bras. Les bras radiothérapie et chirurgie arrivent très rapidement. Les patients choisissent très rapidement d'aller vers ce qui leur est proposé. Et dans le bras des patients qui étaient alloués à la surveillance active, vous voyez que par contre, il y a un certain nombre de patients qui vont finalement, au cours du suivi, et du fait de la réévaluation de la progression de la maladie, passer dans le bras, dans une stratégie plus interventionniste. Concrètement, cet essai, il donne du sens à notre approche qui consiste à accepter de ne pas traiter, à convenir que, alors même qu'on fait des PSA à plein de gens et qu'on va trouver beaucoup de cancers de la prostate, un jour à 36% de nos patients, 34% de nos patients, il faudra d'autant plus accepter de ne pas traiter. Ces quelques messages, je pense qu'ils sont transversaux. Ce regard sur changer notre regard sur la maladie, accepter que nous n'aurons pas toujours de réponse scientifique, intégrer que le nombre de sujets il est souvent élevé dans notre discipline dès lors qu'on s'adresse à des patients bien portants. L'idée qu'il faut développer notre expertise et notre capacité de communication avec nos patients, c'est quelque chose, je pense, qui nous intéresse tous. Et finalement, cette approche qui est une approche, je pense, d'une certaine prudence qui nous amène souvent à être soit attentiste, soit sur la réserve par rapport à toutes les démarches interventionnistes que nous proposent parfois nos collègues d'autres disciplines. Je crois que voilà, c'est certaines de nos caractéristiques disciplinaires. Pour terminer cette intervention, j'espère que vous-même, vous n'allez pas, suite au débat qui anime notre profession, et notamment celui-là sur les PSA, évoluer vers des échanges, comme on voit ici, un dîner en famille autour de l'affaire Dreyfus. Mais j'espère beaucoup plus qu'en reprenant des photos des congrès précédents, et en particulier celui de Montpellier, on va pouvoir avoir des échanges fructueux, à la fois sur nos valeurs, et c'est le sens d'interroger nos valeurs éthiques, les valeurs qu'on veut porter en tant que profession, et des échanges bien sûr documentés sur le versant scientifique. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette présentation. Je vous donne rendez-vous par ailleurs au congrès de Nantes l'an prochain.